Frédéric Jean, le cancre pédagogue. Votre balado pédago. Fort de notre expertise dans le domaine de l'apprentissage, nous proposons une solution novatrice et flexible pour compléter vos heures de formation en continu. Une plateforme innovante conçue pour accompagner les professionnels de l'éducation dans le développement et le perfectionnement de leurs compétences. Nos balados mettent en avant des pratiques novatrices visant à stimuler la créativité de nos auditeurs. Nous diffusons chaque semaine des balados pédagogiques pour promouvoir des idées originales, des pratiques inspirantes et des entrevues captivantes. Balado Pédago, la formation en continu. Michel Potvin, dis-moi donc, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire aujourd'hui? Je t'écoute. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire? Bien, il y a plein de choses extraordinaires. Aujourd'hui, c'était plus une journée de bureau, mais j'étais au Salon de l'apprentissage en fin de semaine. Donc, ça a été une belle fin de semaine intense parce que c'est pas comme dans des congrès. Hein? Dans les salons, c'est tout le temps. Ça n'arrête pas. Donc, ça a été vraiment intéressant. C'était à Québec pour la première fois. Et on s'est j'ai rencontré plein de gens très, très intéressants, très intéressés aussi. Donc, ils découvrent le produit qu'on a à leur offrir parce que c'est pas encore connu beaucoup. Ben, on s'est connus à la COPS mois de mars dernier. Tu faisais partie d'une des exposantes aussi. On t'a accroché, viens faire un tour. On a jasé pendant 20 minutes. C'est déjà en ligne là, sur le cancre pédagogue, je pense. Mais tu sais, on s'est parlé il n'y a pas tellement longtemps. Puis tu avais fait eu une expérience au 98.5. Puis là, après ça, tu dis, hey, j'ai adoré ça. Est-ce qu'on peut aller plus loin dans l'aventure? J'aimerais ça prendre un moment et jaser avec toi. Puis j'ai dit, absolument! On fait ça! On va aller voir qu'est-ce qu'il y en a. Mais ça fait 3 fois que je vais au 98.5, que je participe à une émission. Oui. Ben voyons donc, c'est bien le fun. Oui. La première fois, c'était avec Marie-Ève Tremblay qui m'a... on a jasé de difficultés en français, de problèmes là, avec la langue et tout ça, puis des difficultés, puis de l'outil. Et la deuxième fois, c'est Jérémy Rainville, Dave Morissette, puis Catherine Thibault, je pense, même le week-end, qui m'ont appelé le vendredi pour que je passe le samedi pour parler de devoirs. Là, j'avais vraiment mon chapeau d'orthopédagogue. Wow! Puis, je suis retournée la semaine passée à l'émission de Marie-Ève Tremblay. Et j'y retourne le 26 novembre parce qu'à tous les derniers mercredis ou mardis, là, dans la dernière semaine du mois, je vais au Santec où on est en incubation. Et donc, je fais un petit détour par le studio 98.5. Et j'ai eu, quand tu me demandais qu'est-ce qu'il y a eu d'extraordinaire, j'ai eu l'honneur, le grand honneur de rencontrer Jeannette Bertrand. Oh mon parce Dieu! qu'elle était là le matin. Et quand moi, je suis arrivée à la salle d'attente, elle était là. Elle attendait pour une autre entrevue. Ah, ça a été vraiment, c'est spécial là, d'arriver vers elle. Là. C'est un monument. Hein, puis elle est tellement vivante, tellement inspirante. Ça a fait ma journée. Moi, j'ai connu Jeannette Bertrand avec un amour avec un grand A. Oui. Puis ça me fait découvrir la diversité. Là. Elle a changé le monde, vraiment. Elle a eu un impact incroyable. Mais le travail n'est pas terminé. Puis, tu sais, ton apport aussi n'est peut-être pas étranger parce que là, toi, dans le fond, tu es une orthopédagogue à la retraite. Oui. Peux-tu me parler un peu de ta vie d'orthopédagogue? Et dis-moi donc, qu'est-ce qui t'a, dans cette histoire-là, poussé vers Evadi, mettons? Oui. Bien, moi, ça a commencé vraiment très jeune que j'aide des élèves. Au primaire, déjà, j'étais forte et j'aidais mes amis en classe. Quand j'avais terminé, j'allais en aider d'autres. Au secondaire, j'ai fait la même chose. Et j'avais 14-15 ans, je voulais être orthopédagogue. J'avais déjà décidé que c'était ce que je voulais faire. J'avais décidé que j'irais à Sherbrooke. J'étais comme déterminée. Wow! Et c'est ce que j'ai fait. J'ai heureusement été acceptée là. Et finalement, j'ai fait juste 5 ans parce que je me suis tapé un burn-out parce que l'orthopédagogie, dans ces années-là, là, je parle des années 85-90, le gouvernement avait décidé qu'il n'y en aurait plus d'orthopédagogues dans les écoles qui feraient du bureau privé, du bureau
individuelle, là, de l'intervention auprès d'élèves individuellement dans leur bureau. Okay, on devenait des enseignants en adaptation scolaire. OK. Et moi, la gestion de classe, là, je ne l'ai pas du tout. Je suis vraiment pas bonne là-dedans. Donc, c'était pas ma force. Moi, ma force, c'est de découvrir des façons différentes d'enseigner aux élèves. Puis, ben là, je faisais de la discipline. Donc, je me suis vraiment brûlée. J'ai eu un enfant aussi à travers une de ces années-là. Donc, à un moment donné, j'en avais assez. J'ai arrêté 10 ans. Oh, Je voulais vraiment plus m'en aller là-dedans. J'ai mis une grosse croix sur l'enseignement ou tout ce qui était milieu scolaire. C'était fini. J'ai fait plein d'autres choses. Et à un moment donné, une de mes voisines a dit j'ai besoin de quelqu'un pour ma fille qui a de la misère. Elle dit je sais que toi, tu as déjà été dans le milieu de l'enseignement. Connaîtrais-tu quelqu'un? Ben, j'ai dit moi, je peux l'aider. Et ça a recommencé comme ça, la flamme qui est repartie, puis elle en a parlé à une amie, puis à la coiffeuse qui en a parlé à un autre, puis à un autre. Puis à un moment donné, j'avais... toutes mes plages horaires étaient couvertes. Donc après l'école, puis le samedi, mettons. Mais aussitôt que tu parles à une coiffeuse, c'est fini, là. Ah ouais, là, tout le monde le savait. C'est sûr. Puis je pense que les plus belles pubs, puis c'est pas négatif. Les plus belles pubs, non, mais c'est en jasant comme ça. C'est eux autres sont hallucinantes. Là. Ouais. Exact. Puis là, ben finalement, mes plages horaires étaient complètes pour les élèves. Là, je pouvais pas faire ça jusqu'à 9 h le soir. Là, il y avait de l'école le lendemain. Donc, moi, je suis à Drummondville. Donc, j'ai été cognée à la porte du collège Saint-Bernard en disant, ben si vous avez besoin d'une orthopédagogue 2 jours, j'ai dit, moi, je pourrais me présenter au collège puis accueillir les enfants du collège sur place. Il n'y aurait pas à se déplacer pour aller voir l'orthopédagogue. Et finalement, j'ai fait ça pendant 7 ans. Et c'est là que j'ai développé Evadigraphe. Parce qu'une année, j'ai dit aux profs de français, parce que je recevais des élèves, il fallait toujours que je leur fasse faire une dictée diagnostique. Puis bon, j'ai dit, ça serait bien qu'on évalue tout le monde. On pourra avoir un bon portrait de chacun. Ça va vous aider, vous, les profs. Puis moi, ben, ça va m'aider. Quand j'aurai un élève, ben, j'aurai déjà quelque chose là, sur laquelle me baser. Mais c'est quand je suis venue pour corriger puis analyser tout ça, là, j'ai fait, hop là, je comprends pourquoi que dans les écoles, on ne fait pas de dépistage universel. Parce que c'est très long, il fallait analyser tout ça. Okay. Et c'est là que je me suis mis à automatiser tranquillement chaque année. Au début, dans un fichier Excel, c'était un énorme fichier, mais après ça, je l'ai fait programmer. C'est mon fils qui est programmeur. Oui, je me rappelle de ça. Oui. Okay. Ouais. On est en équipe maintenant, on est cofondateur et on travaille en équipe mais ça a beaucoup évolué depuis. Vraiment beaucoup. Ben, j'ose croire partir d'un tableau Excel jusqu'à aujourd'hui. Oui. Puis moi, j'avais pas du tout fait ça dans l'intention d'un jour devenir entrepreneur puis le mettre sur le marché. C'était vraiment pas. J'avais même pas pensé à cette option-là. C'est une de mes collègues, a dit Michel, on a besoin de ça dans les écoles. Il faut que tu valides par la recherche. Fait que je suis retournée à l'université faire une maîtrise. Puis OK. C'est là que mon fils a fait la plateforme parce que j'avais besoin pour mon étude de validation. Puis après ça, on l'a peaufiné, on l'a amélioré. On a eu des écoles qui ont déjà utilisé le prototype pendant 4 ans. Puis avec eux, on a pu mettre rendre le produit comme il est aujourd'hui. Fait que de ce que je comprends, c'est suite à tes dites recherches à l'université qui est née, dans le fond, la plateforme Evadi. En fait, parce que j'avais besoin... je l'aurais fait. Mais parce que j'avais besoin pour l'étude, on a tout de suite fait une plateforme, un prototype. Parce qu'au départ, moi, j'aurais pu le faire sur un Google Form puis juste programmer ça après. Mais là, on l'a déjà fait à ce moment-là. Puis, tu vois, dans l'étude de validation, il y avait 10 écoles. Puis, on voulait, nous, faire le développement pendant au moins 1 an, là, tu sais, de finir d'avoir une base un peu plus solide. Mais les écoles ont dit non. Il y a 4 écoles sur les 10 qui ont dit non, on n'attend pas nous autres. On la veut. On la veut maintenant. Oui. Oh fait qu'on on a dit OK. Fait qu'on a continué avec eux, puis il s'est rajouté 6 écoles. L'année d'après, on avait 24 écoles. L'année d'après, 36 écoles. Puis ça a augmenté. Puis c'était encore un prototype, là. C'était même pas instantané, la correction. Il fallait qu'ils attendent 3 à 5 jours pour avoir les résultats. Pas parce que je corrigeais, là. C'est juste qu'il fallait que je transfère les résultats. Puis il y a un des rapports qu'il fallait que j'aille faire du copier-coller les noms des élèves.
Mais c'est juste mon temps là, que j'avais pas tout le temps disponible. Mais il me disait, c'est pas grave, tu nous sauves des semaines de travail, Ben, on fait voyons d'autres choses donc. en attendant. Découvrez Oser l'idée podcast. Chaque épisode plonge dans le leadership authentique en donnant la parole à chacun. En tant que coach et leader apprenante, je fusionne éducation, pédagogie et bien-être pour des échanges stimulants et francs. Envie d'une dose de leadership caféiné avec moi, Nancy? Rejoignez-moi pour des réflexions inspirantes et développons ensemble notre potentiel. Retrouvez-moi sur Spotify, Apple Podcasts et Pocket Casts. Votre balado pédago. Ta recherche à l'université en maîtrise portait sur quoi? En fait, c'était la validation de l'outil pour vérifier qu'il mesurait bien les compétences en orthographe des élèves. OK. Donc, on a fait la dictée Oui. et le score à la dictée qu'on a ramené sur 100, parce que nous, il n'y a pas vraiment une note qu'on donne. On donne vraiment un portrait des forces et des défis, mais on peut dire qu'il y a eu tant de mots sur le total qui ont été réussis, donc ça donnait un score. On l'a comparé aux résultats en écriture au bulletin de février, puis ça corrélait fort, 0,6 de corrélation de Pearson. Donc, on pouvait dire que ça représentait la compétence en orthographe et même que ça pouvait prédire la réussite parce que si on ne faisait rien, c'est la note que l'élève aurait là, à son bulletin. OK. Je peux peut-être être naïf dans ma question. Eva a dit l'objectif, le point de départ, c'est d'aller rendre service aux jeunes qui ont on les appelle les 10 ou... Non, pas du tout. Non, OK. Pas du tout. Evadigraph, c'est vraiment dans le but de faire du dépistage universel qu'on appelle. Le dépistage, c'est de dire, OK, on a des élèves, on pense qu'ils sont dyslexiques ou qui ont un trouble d'apprentissage, on va évaluer puis on va aller vérifier. Mais le dépistage universel, c'est un modèle qu'on appelle le modèle de réponse à l'intervention, le modèle RAI. C'est qu'au lieu d'attendre que l'élève soit en échec, on évalue tous les élèves pour aller voir leurs forces et leurs défis. Puis l'avantage dans une dictée comme nous on fait, c'est qu'ils n'ont droit à aucun outil. Pas de dictionnaire, pas de Becherel. On veut vraiment vérifier ce qu'ils maîtrisent. Et ça nous permet d'aller voir des lacunes parce que les élèves qui sont assez forts pour compenser vont les camoufler, leurs lacunes. Bien évidemment. Et là, on voit dans les productions écrites, on dit, il est bon, cet enfant-là, cet élève-là, cet ado, parce qu'on a dans tous les niveaux scolaires. Mais quand on regarde dans le brouillon brut, on peut voir des choses assez intéressantes qui font que, ça allume des petites lumières, puis l'élève va juste les camoufler finalement dans sa production écrite, puis on ne les verra pas. Mais là, ça traîne d'une année à l'autre. Sais-tu c'est quoi le taux de réussite en orthographe au bulletin de 5e secondaire? Non. Depuis 2009, la moyenne du taux de réussite est à 53,5 %. Il y a 53,5 % des élèves qui passent le critère orthographe. Il n'y a pas 60 % des élèves qui maîtrisent, qui réussissent à ce critère-là depuis 2009. C'est pour ça que le gouvernement, là, il fait il faut améliorer le français. Là. C'est ce critère-là qui les fatigue parce que les 4 autres critères sont corrects. Là. Ils ont 90, même 99, un des critères. C'est très élevé. Il y a 5 critères en tout. Puis les 4 premiers critères, c'est pas un problème, mais l'orthographe, c'est vraiment là, en bas de la barre. Je te dirais... Parce qu'ils traînent ces lacunes-là d'une année à l'autre là, quand on fait rien. Oui, c'est super intéressant ce que tu dis. Parce que quand le cancre que j'étais à l'école, là, secondaire 5... On aurait pu t'aider. Exact. C'était atroce, là. Tu sais, je faisais encore les mêmes erreurs avec la deuxième personne du singulier du verbe avoir, là, tu sais, au présent de l'indicatif. J'ai oublié de mettre un S à A, tu sais. Oui. Je connaissais... Mais ça, c'est des types d'erreurs qu'on voit quand on fait des dictées quand ils n'ont aucun outil. Parce que sinon, ils vont utiliser le Becherel puis ils vont aller les vérifier, les verbes, là. Toi, c'est probablement ce que tu faisais aussi. Si tu avais droit à ça, tu pouvais l'utiliser puis aller vérifier tes verbes. C'est encore drôle. On n'utilisait pas beaucoup le Becherel avant. Aujourd'hui, les élèves l'utilisent beaucoup. Pas tant. Non. Non.
Moi, je me rappelle même pas, je sais pas, moi j'ai 62, là, je suis pas gênée de dire mon âge, là, fait que je sais pas, toi t'es dans la cinquantaine peut-être, 45-50, je sais pas trop. 48. Mais tu vois, moi je pense que c'est plus là, dans les gens dans la trentaine, là, à partir de là, en descendant, là, que le Becherel devenait un manuel qu'il devait acheter pour l'école. Ça faisait partie de ce qu'il y avait, mais avant ça, moi, je ne me rappelle pas, en tout cas, qu'on ait eu un Becherel. On allait dans le dictionnaire là, pour aller vérifier, mais je ne pense pas que ça faisait partie des outils. Mais le problème, c'est que les élèves sont très dépendants du Becherel. Plusieurs. OK. Mais je te parle de ça parce que c'est venu me chercher quand tu dis que depuis 2009, il n'y a pas eu d'amélioration. Je me demande même s'il y a eu avant ça, des améliorations. Avant, on ne sait pas, non. Parce que quand tu disais 53%, moi, je me... tu sais, dans ma chambre d'éco, dans mon école secondaire, polyvalente Louis-Jacques Cazot, en secondaire 5, des brillants là, qui performaient en... Écoute, je sais plus. Je sais plus. Puis, de ce que je comprends, on s'en était parlé... à l'époque, là, au mois de mars dernier, à la COPS. De ce que je peux comprendre, c'est qu'Evadi devient une ressource pour cibler les choses à travailler, les aspects à travailler, les compétences à travailler des élèves. C'est ça. Et après, on fait quoi avec ça, un coup que c'est ciblé? Evadi, est-ce qu'il fait juste cibler ou on va plus loin? Ben, pour l'instant, oui, parce qu'on est encore dans notre développement. Aïe, oui. Mon objectif, c'est d'arriver à dire, bon, ben l'élève a telle force, telle faiblesse. On fait un plan d'action, un plan de travail que l'élève aurait, mettons, comme 5 points à travailler, 5 notions à travailler. Il va travailler ça dans des exercices qu'on fournirait. Moi, j'avais en tête comme une espèce de jeu d'évasion où il va chercher l'information, puis pour sortir de la pièce, il faut qu'il démontre qu'il maîtrise la règle, qu'il comprend la règle. Oui. Puis là, check, c'est fait. Puis on passe à l'autre, puis c'est fait. Puis OK, on redonne d'autres notions à travailler et l'enfant avance à son rythme là-dedans. Et là, j'aimerais connecter à du matériel déjà fait, Allo Prof, Net Français, tu sais, ça donne rien d'aller refaire ce qui est déjà fait. Donc, il pourrait, si l'école est abonnée, aller se connecter à J'accorde aussi, qui est un autre outil intéressant. Donc, puis l'enfant avance, l'élève avance comme ça à son rythme. Fait que le prof peut dire, OK, pendant 20 minutes, vous travaillez dans Evadigraph. Fait que l'élève fait sa dictée, il a fait, parce qu'on a aussi des dictées d'entraînement plus courtes. Mm-hmm. Et donc, on peut dire, OK, tu fais ta dictée, tu vas faire des exercices, puis la prochaine fois, on en fera d'autres. Et, bon, il avance là-dedans. Mais moi, c'est ça mon objectif. Mais là, je ne suis pas encore là. Parce que ça demande beaucoup de temps, beaucoup de travail. Là. Oui, je te comprends, Michel. Beaucoup d'argent aussi. Beaucoup d'argent si je veux me payer quelqu'un pour le faire avec moi. Effectivement. Puis, tu sais, l'enjeu du... C'est ma vision de la patente. Là. Je ne sais pas si elle est partagée par bien du monde, mais l'enjeu de l'éducation qu'on vit présentement aujourd'hui, au 21e siècle, c'est la rétro. On a besoin de faire de la rétroaction. Oui. Je suis de ceux qui croient que mettre une note chiffrée, c'est obsolète. Oui. Qu'on devrait plutôt se concentrer sur les défis des jeunes, faire travailler les défis, puis tranquillement faire vivre la réussite, parce que tu l'as bien dit, c'est pour ça que je t'en parle, Michel, à la vitesse de leur capacité de cerveau. Oui, exactement. Parce que, tu sais, l'élève fort s'ennuie, ça va passer vite. L'élève faible traîne de la patte, il a la tête hors de l'eau, puis il a de la misère à garder son souffle. On va souvent avec la moyenne, hein? Et donc, si on peut prendre du temps puis dire, bien, les élèves forts, on va vous pousser plus loin, dans de l'enrichissement, par exemple. L'élève moyen puis l'élève faible, bien, avancez à votre rythme. Puis, on pénalise personne, puis tout le monde est heureux là-dedans. Là. Tout le monde a ses propres défis qu'il peut relever, tout le monde. Mm-hmm. Hein, on est porté à dire ça au pluriel. Oui. Mais c'est pas jamais dans ma tête les élèves. C'est bien correct. Donc, c'est ça, le fait de travailler à son rythme,
ça fait que les élèves qui ont des plus grosses lacunes vont les régler une après l'autre. S'ils suivent toujours un rythme, bien, ils n'ont pas le temps de travailler ce qu'eux auraient besoin de travailler. Puis souvent, le prof va être rendu plus en avance, finalement, que ce qu'eux peuvent comprendre, puis ils finissent par jamais rien comprendre. Parce qu'ils n'ont pas les bases pour comprendre où sont rendus les autres. Bien, ça ne donne rien de leur faire apprendre ça. Ça ne rentrera pas. Ils ont des bases à aller régler. Et ça, c'est dans toutes les matières. En mathématiques, c'est encore très pertinent de penser comme ça. On ne peut pas on peut pas enseigner de l'algèbre à un élève qui n'a même pas compris le concept du nombre. Il va finir par faire quelque chose, par apprendre par cœur, mais il ne comprend rien. À un moment donné, il va bloquer puis ça ne marchera pas. Et c'est la même chose en français. Il y a des notions de base que si l'élève ne maîtrise pas ses classes de mots, par exemple, bien, essaye pas d'y apprendre la règle des participes passés ou la règle des règles plus compliquées. Il n'est pas rendu là. Non. Je trouve ça super intéressant. Je trouve ça super intéressant parce qu'on parlait tantôt de la réponse à l'intervention. Oui. Moi, de ce que j'ai appris sur la réponse à l'intervention, on est dans un cosme d'efficacité. Et lorsqu'on parle performance, puis tu nous parles du RAI, puis en même temps, tu acceptes le rythme du jeune. Oui. Ça va pas à l'encontre. C'est con, hein? J'ai comme l'impression, parce que moi, je pars pas une guéguerre, là. C'est pas ça pantoute, Michel. J'ai eu l'occasion de jaser avec Mylène Leroux, qui parlait du bien-être des jeunes, qui parlait aussi de justement du rythme du jeune, d'apprentissage. Et j'avais de l'autre côté, c'est polarisant, j'avais mon Steve Bissonnette qui parlait de l'efficacité, qui parlait du RAI, mais leur vision ne se rejoignaient pas. OK. Ils étaient comme... J'ai pas entendu, fait que je pourrais pas dire. Oui, je t'invite à l'écouter. Ben oui, je trouve ça rassurant de voir qu'il y a un lien entre les deux. Et on n'a pas encore mis la table là-dessus. Je pensais pas qu'on s'en irait là. Mais juste ta question qui me dit, mais oui, c'est possible. Peux-tu me dire pourquoi? Tu veux-tu me dire, dans tes mots à toi, pourquoi toi, tu ne vois pas pourquoi que c'est un problème? Que c'est pas un problème. Je vais commencer peut-être parce que je ne sais pas si tout le monde sait c'est quoi la réponse à l'intervention. Si, comme moi, vous n'êtes pas allé voir l'autre balado, la réponse à l'intervention, c'est une pyramide qu'on illustre par une pyramide. Et d'ailleurs, si tu regardes le E d'Evadi, c'est la pyramide de la réponse à l'intervention. Ah, OK, ouais. OK. Et donc, c'est une pyramide où, à la base, c'est plus large. Ouais. On évalue tous les élèves. C'est ce qu'on appelle le niveau 1. Quand l'élève a des difficultés, on va faire un travail un peu plus intensifié. Ça va être l'enseignant, bien des fois, à cette étape-là, qui va faire peut-être en récupération. Mais là, on va tenter des approches de l'intervention plus ciblées sur les difficultés de l'élève et on va réévaluer. Si l'élève ne répond pas à l'intervention qu'il vient d'avoir, c'est là le terme réponse à l'intervention, on passe au niveau 2 où on va mettre encore plus intensément de l'intervention, plus fréquemment. Ça peut être en petits groupes. Oui. Et à ce moment-là, c'est la même chose. On refait l'évaluation. Si ça ne répond pas, ça passe au niveau 3, qui est le niveau orthopédagogique, où on va faire plus intense encore, puis plus précis. Puis c'est souvent nos élèves qui ont des troubles d'apprentissage. À chaque étape de la pyramide, on va sauver environ 15% des élèves. Mais l'élève avec qui on a travaillé vraiment sur ses difficultés, bien, ceux qu'on réchappe, parce qu'il y en a qui n'ont pas de trouble d'apprentissage, mais ça se peut qu'au moment où ils l'ont appris, ils n'étaient pas attentifs, il n'y avait pas la maturité, ou il y a quelque chose qui a fait qu'ils ne l'ont pas compris. Puis, à ce moment-là, de le réexpliquer autrement, c'est comme « Ah, OK, là, l'élève allume, puis c'est réglé. » Et donc, il ne va pas avoir besoin de passer au niveau 2 et 3. Mais ces élèves-là, bien là, ils viennent d'augmenter leur estime d'eux-mêmes, là.
Fait que là, on parle de bien-être. Est-ce que c'est en fonction de l'estime de soi et tout ça? Ben moi, je vois pas pourquoi que ça irait pas ensemble. Puis l'élève qui va monter dans la pyramide va aussi y trouver son compte. Moi, j'ai eu que des élèves en difficulté dans ma pratique et je voyais des étincelles dans les yeux chaque fois parce que là, OK, Enfin, là, ils venaient de l'espoir. comprendre parce que j'avais trouvé le moyen de leur enseigner de la façon dont eux pouvaient comprendre. Et c'est là que l'orthopédagogue va avoir sa force, c'est d'arriver à faire ça. Puis nos élèves sont heureux, sont contents parce que là, ah oui, là, je comprends. Là, ils vont voir leurs parents parce que moi, j'ai été en pratique privée, ils allaient voir le parent après. Puis, regarde, j'ai appris ça, puis j'ai compris. Puis ils sont bien le fun. contents de ça. Fait que oui, il y a du bien-être. Si c'est ça le sens du bien-être, je ne vois pas pourquoi ça irait pas ensemble, là. C'est pas de les stigmatiser parce qu'on les amène au niveau 3 de la pyramide. Là. C'est pas ça du tout. Là. Enfin. Ça dépend si c'est ça qui était perçu comme étant une stigmatisation. Non, je pense pas. Je pense pas que c'était l'idée. Je pense pas que c'était l'idée de Steve Bissonnette. Pour avoir jasé avec, c'était son RAI, il y avait une visée aussi comportementale. C'est-à-dire que il y avait plusieurs... parce que c'est le SCP, là. Je sais pas si tu connais le système SCP. Non, en tout cas. Ça avait une visée aussi comportementale. Il fallait encadrer le jeune. Puis je ne sais pas s'il va être content que je dise ça. Il va dire non, Frédéric, tu n'as pas compris. Il va falloir que tu reviennes. Je revienne à ton podcast. Mais de ce que, tu sais, c'est cette pyramide-là, dans le fond, il y avait aussi des fonctions, mais c'est au niveau du comportement. Fait que plus que ça allait, quand ça allait en haut, là, c'était vraiment, quand on était rendu en haut, là, c'était là, on va s'occuper de toi avec, mettons, les aides du milieu. Là, c'était communauté, machin, pour aider les jeunes au niveau du comportement. Mais je suis content de voir cette sensibilité-là du bien-être, puis aussi de la progression. Parce qu'on parle souvent, le gouvernement nous parle souvent d'efficacité. Je comprends d'efficacité, mais moi, ce qu'on me martèle de ce que je comprends, c'est efficacité dans les résultats. C'est-à-dire c'est comme si il faut... Tu sais, on parle de chiffrer, là. Quand tu nous parles... Il faut arriver à un système, à un standard. J'y crois, en passant. Hein? J'y crois à ça, d'arriver à un standard. Mais je suis content de parler avec toi, Michel, parce qu'on va voir avec ton dépistage avec Evadi, c'est quoi. Mais ce que je souhaite, puis je ne sais pas si Evadi va être capable de le faire, je ne sais pas s'il s'en va vers là, mais de mettre de l'intelligence artificielle au travers pour faciliter la rétro. Éventuellement, il y aurait de l'intelligence artificielle pour, en fait, interpréter la rétroaction qu'on donne. Nous, on donne déjà une rétroaction. D'accord. Dans le détail des règles à travailler, par exemple. C'est une certaine rétroaction. Mais de prioriser... Si on faisait... Quand on sera rendu à faire le plan de travail, bien là, qu'est-ce qu'on priorise? Et là, à ce moment-là, il pourrait y avoir de l'intelligence artificielle, puis peut-être pas. Moi, je ne suis pas à tout prix pour l'intelligence artificielle parce qu'on peut coder aussi de façon très efficace avec... c'est une forme d'intelligence artificielle, là, c'est le système expert. Nous, c'est ce qu'on a fait. Donc, c'est moi, ma façon de réfléchir et d'analyser qu'on a transmis là, en code, qu'on a développé dans un code. Oui, on a tout développé les algorithmes pour Evadigraph. Complètement de zéro. Mon programmeur, qui est mon fils, je pense que je l'avais dit tantôt, lui, il a fait des algorithmes pour la phonétique. Donc, on a étudié la langue. Il n'a jamais étudié la langue autant que ça. Donc, pour savoir, il me sortait des noms que même moi, j'avais oubliés, là, les diacritiques ou je ne sais pas, en tout cas, il y a des noms dans le système linguistique là, que je me rappelle même plus parce que je n'ai pas besoin de le savoir. Non. Mais il y avait tout analysé tout ça pour faire des algorithmes qui permettent d'analyser la phonétique. Donc, on est capable de dire si l'élève fait des confusions, lesquelles et tout ça. Et parce que c'est un des premiers indicateurs de dyslexie, dysorthographie. Donc, l'outil Evadigraph ne sert pas à dépister la dyslexie, dysorthographie, mais il sert à donner les forces et les défis de tous les élèves qui soient forts ou faibles. Parce que, comme je disais tantôt, des fois, des forts vont être forts parce qu'ils ont un dictionnaire puis un Becherel. Ça se peut qu'il y ait des difficultés quand même.
D'ailleurs, dans un des collèges qui utilise l'outil, la responsable m'a dit que la première fois que ses élèves forts ont fait la dictée, ils ont eu un choc quand ils ont eu leur rapport parce qu'ils pensaient qu'il n'y aurait pas eu beaucoup de fautes. Puis finalement, ils ont fait comme OK, on a du travail. Puis ça a dit que ça leur a fait retrousser les manches. Là. Ils ont comme dit non, on se fera plus avoir. Puis elle a dit les résultats en orthographe ont augmenté. Ah oui. Ça les a brassés un peu, oui. Parce qu'on s'attend, ils s'attendaient à avoir de quoi. Ils ont toujours eu des bonnes notes, mais ils ne réalisaient pas, ils ne prenaient pas conscience qu'il y avait une dépendance à leurs outils de correction, au Becherel ou au dictionnaire. Fait que ça a ça comme impact là, d'aider donc tous les élèves. Et on peut aussi, parce que de la façon dont j'ai conçu les textes, j'ai conçu tous les textes et j'ai une collègue orthopédagogue qui m'aide à en faire, mais c'est fait en fonction de pouvoir faire ressortir des erreurs qui indiquent que l'élève ne réfléchit pas correctement. Et par exemple, s'il y a un lait devant un verbe, ben, l'élève regarde le lait puis il dit il y a un S au mot qui va venir avec, là, qui va venir après. Donc, les attendre, ils vont mettre un S à attendre ou un NT parce que c'est un verbe. Donc, ça, c'est parce qu'ils n'ont pas réfléchi, ils ont juste regardé à gauche. Ou je vous attendrai. Z. Ils vont mettre un Z parce qu'il y a un vous. Fait que ça, on le voit. Puis tous les textes sont conçus pour faire ressortir des types d'erreurs comme ça, mais aussi pour faire ressortir les indicateurs de dyslexie, dysorthographie. Mon Dieu. Et la phonétique, c'est la correspondance phonème-graphème, c'est un des premiers indicateurs. Puis la segmentation des mots aussi. Fait que si l'élève ne segmente pas correctement ses mots, ça ressort des erreurs de segmentation lexicale. Puis ça, bien, ça fait des petites alarmes. Oh, OK, ça, c'est des élèves que l'orthopédagogue va prendre en charge. Fait que là, ce que je comprends, Michel, c'est que tu es en train de nous développer des super orthopédagogues. Bien, ça ne remplacera jamais une orthopédagogue ou un orthopédagogue, mais ça va leur faciliter la tâche. Moi, quand je t'ai dit que j'avais évalué les élèves au collège pour faire la dictée diagnostique, là, quand j'étais au collège Saint-Bernard, il y avait 750 élèves environ, puis il a fallu qu'à la mitaine que j'analyse toutes les erreurs pour les classifier. Fait que c'est très long, puis c'est pour ça qu'on ne fait pas de dépistage en classe, très peu en écriture, parce qu'on en a déjà assez avec la lecture. Et ça va donc leur faciliter la tâche. Mais c'est vrai que s'il n'y a pas d'orthopédagogue dans l'école, parce qu'au secondaire, souvent, il n'y a pas d'orthopédagogue, et même au primaire, dans certaines écoles, bien, les profs, parce que c'est les profs qui font le dépistage universel, les profs, eux, vont pouvoir quand même sonner les petites alarmes, puis aller voir, puis pouvoir référer des élèves s'il y a des besoins. Fait que ça ne remplacera pas l'orthopédagogue, mais dans des cas où il n'y en a pas, bien, ça va pouvoir faire une partie de la tâche. En effet. C'est franchement séduisant comme produit. Même j'ai Caroline qui travaille avec toi. Elle ne fait pas tellement longtemps qui me disait que c'est extraordinaire. Caroline Morancy, oui. Ouais. Elle vient de se joindre à moi pour m'aider dans la promotion puis dans les réseaux sociaux. J'ai bien de la misère. Mais c'est... Pas parce que c'est pas facile, c'est que je suis pas capable. Je suis capable, mais j'ai pas de temps. J'ai pas... tu sais, c'est par bourré puis dire, là, il faut que j'aille essayer de mettre des petits commentaires, quelque chose, mettre une publication, mais... c'est pas dans mes priorités. En tout cas, de ce que je connais de Caroline, c'est une dégourdie. Elle va t'aider sans bon sens. Oui. Est-ce que... Très contente. Oui, hein? Est-ce que tu voudrais nous parler un peu de ce programme Evadi, puis tu as le partage d'écran, vas-y. Oui. Ouais. En fait, Evadi, c'est l'entreprise. Evadigraph, c'est l'outil. OK. Et j'ai déjà Evadimat qui est en conception. Fait que il va avoir à coller à chacun le test qui va déterminer c'est lequel test. Là, ça va être à coller avec. Donc, je te fais un partage d'écran. Oui. Comme ça, puis je vais juste nous enlever dans le petit côté. Tiens, je vais le mettre là. Tiens. Donc, ici, à gauche, j'ai la partie enseignant. Parce que ce qui est intéressant, c'est que ça peut se faire à distance. Donc, si les élèves sont dans des cours à distance ou si c'est un élève est blessé, est en sport-études, est en entraînement à l'extérieur, ça fonctionne aussi. Donc, on a la progression de nos élèves qu'on peut suivre. Là, ça, ici, c'est un tableau de
justement au congrès que j'avais en fin de semaine. Là, donc, c'est des démos que je faisais. Mais là, je suis avec ici Jules, qui est en train de faire une dictée. C'est une dictée d'essai que je fais pour les démos. Et on voit que sa progression, étant donné qu'il a déjà commencé sa dictée, ça progresse ici. Et là, l'élève va écouter la phrase. Là, on est dans une thématique de Mario Bros. Yo, cours et saute pour obtenir des points. Donc, on a découpé la phrase en bouts pour que l'élève n'ait pas à tout faire répéter quand il veut écrire un mot vers la fin. Fait qu'ici, on va écrire obtenir, mettons qu'on y va comme ça. Des points, bien là, on va l'écrire comme un dyslexique. Il ne se fatigue jamais. Là, j'ai juste une cellule, je peux cliquer dedans, mais normalement, je cliquerais la phrase avant. Puis on voit ici que ça a avancé. Je pourrais ralentir la vitesse si j'ai des difficultés à comprendre. C'est pas ma première langue, par exemple. Il ne se fatigue jamais. Donc, ça aide les élèves qui ont besoin à ce moment-là d'entendre plus clairement, plus lentement. C'est exactement la même qu'on a, la même bande qu'on a ralentie, tout simplement. Et on voit ici qu'il y a les caractères spéciaux parce qu'on sait qu'il y a des élèves, des fois, qui ne sont pas familiers avec le clavier. On pense qu'ils naissent avec ça puis que c'est facile pour eux, mais non. Donc, il y a les accents, les CCD, apostrophes, minuscules, majuscules qu'on leur fournit. Fait qu'ici, on va oublier un mot. Erreur de règle du G. Tiens, un jamais avec une apostrophe. C'est quelque chose qu'on voit souvent. Et là, bien, ici, on voit que ça avance. C'est normal que ça n'aille pas complètement jusqu'au bout parce qu'il manque un mot. En tout temps, je peux aller voir ce que les élèves ont écrit. Donc, je peux voir ici exactement les mots que l'élève a tapés. S'il manque quelque chose, s'il a mal placé dans ses cellules, on pourrait aller l'avertir de le corriger. Et l'élève, à la fin, va tout simplement soumettre comme ça. C'est une question de secondes, là, le temps de la transmission. C'est fait. Nous, on approuve en tant que prof, on vérifie que tout est complet et on accepte. On pourrait refuser s'il manquait des phrases. Et c'est fait. C'est déjà tout fait, corrigé, analysé. On voit ici. Voyons donc. Ah oui, les mots sont soulignés où il y a des erreurs. Donc, on pourrait remettre ça et dire à l'élève, corrige-toi. Jamais on ne va lui dire quelles sont les bonnes réponses. On veut obliger l'élève à réfléchir. Donc, tu vois tes erreurs. Maintenant, il faut que tu travailles pour comprendre pourquoi tu les as faites. Et ça peut se faire en équipe, ça peut se faire en petit groupe, en classe, en groupe classe. Et là, on voit ici une nouvelle, c'est qu'en fait, avant même que l'élève ait accès à ses résultats, on pourrait décocher, ne pas lui donner accès. On va lui demander de revenir dans sa dictée. Ça, c'est des questions de grammaire qu'il y avait au début que j'ai sauté tantôt. Il y en a 4. Et pour vérifier justement, comme Marie va les attendre à la gare, est-ce que l'élève va mettre un S ou NT? Est-ce qu'il va justifier que c'est un nom qui s'accorde avec les, comme 38% des élèves de secondaire 1 dans l'étude de validation? Et donc, on va vérifier ça. Ici, j'ai fait exprès de mettre la soupe sans bon parce qu'on dit souvent la soupe sans bonne. Fait que pour faire réfléchir nos élèves s'ils ont à faire cette dictée-là, ça, on n'a pas besoin. Et donc, l'élève revient dans sa dictée, prend son dictionnaire, prend son Becherel. S'il a Antidote, il peut aller chercher le texte ici, le copier-coller, l'amener dans Antidote. Il peut utiliser Lexibar, WordQ. Il fait sa correction comme il est habitué de la faire. Et là, on a la donnée sans outil, donc sa maîtrise, et la donnée avec outil, qu'est-ce qu'il réussit à compenser. Et c'est intéressant de voir, il est parti d'où, il s'est rendu où. On peut voir vraiment là, ce qu'il y a à faire entre les deux. Fait que ça, bon, là, je ne vais pas le finir, je vais juste la soumettre, là, mais l'élève, à ce moment-là, c'est le même principe. Et donc, quand l'élève, après, a terminé, là, on se rappelle un petit peu les erreurs que j'ai faites tantôt. Là, c'est sûr que c'est une très courte dictée, il n'y en a pas tant, mais il y a des diagrammes circulaires comme ça qui nous indiquent le poids des erreurs dans la Le poids des erreurs? Ben voyons. Oui. Tu sais, le temps d'orthographe d'usage par rapport à la grammaire et c'est ça, les séparations de mots et tout ça. Ici, j'avais fait une erreur avec bois, que j'avais mis point, que j'avais mis bois. Donc, il y a une erreur de son voyelle et de consonne. Là, on travaille sur une nouvelle plateforme parce que ça fait déjà 5 ans que celle-ci, elle est faite. Elle est très solide. Il n'y a aucun problème dans le fonctionnement, mais
On voit dans d'autres plateformes des possibilités qu'on pourrait aller, qu'on pourrait augmenter encore plus là, l'expérience. Donc, on va migrer dans le temps des fêtes sur une nouvelle plateforme. Puis moi, ma demande, c'est qu'on distingue quels sont voyelles, quelles sont consonnes, qu'on aille vraiment dans le détail pour... on peut le faire déjà, mais pas dans nos rapports, là, mais qu'on aille plus en détail, là, faire afficher tout ça. Tout ce qui est règles de position, on va le faire ressortir. Tu vois, tantôt, j'avais mis saut au lieu de saute. Bien, c'est une erreur de lettre finale sonore ou muette. J'avais mis obtenir, E-N-N-I-R. Bien, à ce moment-là, ça fait une erreur de E devant consonne. Est-ce que c'est E ou E? Fatige aussi qui est ici. J'avais oublié la négation, j'avais oublié une majuscule, j'ai rajouté une apostrophe. Donc, tout ça, on va le faire ressortir. L'élève qui confond sera et saura, ça va ressortir aussi. Donc, il y a plusieurs verbes comme ça qui pourraient être confondus. Tout ce qui est accord dans le groupe du nom, quelle est la classe de mots, quel est le type d'erreur dans cette classe, dans le GN. Et c'est toujours selon la progression des apprentissages. Parce qu'ici, déterminant numéral puis adjectif de couleur, c'est en secondaire 4 et 5. Mais là, il est dans le rapport parce que j'ai un rapport complet. L'accord du verbe avec le sujet, quelle personne est touchée, les sujets plus compliqués, pas compliqués, mais particuliers. Le « et » l'impersonnel, souvent, les élèves ne savent pas si c'est singulier, pluriel. Le « on » va mettre au pluriel. Donc, des trucs comme ça. Tout ce qui est conjugaison. Si ça change le son, ça va être en orange. Et les participes passés. Toujours selon la progression. Donc, seul et être, c'est au primaire. Avoir, on le rajoute en deuxième secondaire. Pronominal invariable, ça va en 4-5. Fait que c'est tout ça. Puis avec des règles à la fin, expliquées verbalement, avec un code, là, si c'est bien compris, à surveiller, il y a une erreur, à travailler, il y a des outils. Et l'élève, bien, il y en a qui aiment ça parce que ça leur explique d'une façon plus dans leur langage à eux. Et on nous dit que les élèves aiment bien ça. Les profs, eux, bien, ils ont le rapport de leur côté. Je finis avec ça rapidement, là, juste pour montrer qu'on peut avoir un rapport de niveau et de groupe. Ce que ça rajoute, c'est un histogramme, puis les pourcentages d'erreurs par type pour chaque élève, puis l'écart type aussi à la moyenne. On les compare à leur groupe et à la population qui a fait la dictée pour voir où est-ce qu'ils se situent par rapport à la moyenne. Si on moins 1 écart type, -2, -3, bien là, on va s'alarmer. Fait que de façon visuelle, c'est les mêmes rapports que pour les élèves dans les graphiques comme ça. Fait que c'est très visuel. Moi, j'aime ça quand on le voit dans un premier coup d'œil, là. Mes bras m'en tombent, Michel. J'ai 2 questions à te poser par rapport à ça. Le jeune l'utilise pas juste une fois, là. Non, c'est ça. Là, on a des dictées diagnostiques, 2 par année. On a une en début d'année, une à la mi-année. Donc, la première, elle est vraiment intéressante, mais ça peut durer là, tout l'automne. Ceux qui s'abonnent maintenant, ce n'est pas un problème là, de le faire pendant l'automne parce que les élèves ne progressent pas tant que ça. Mais dès le début, on peut la faire. C'est pour avoir un portrait. Nos élèves nous arrivent dans notre classe. Qu'est-ce qu'ils ont comme force et comme défi? Tu sais, comme un physiothérapeute ou le kinésiologue, est-ce qu'ils vont arriver puis faire une intervention, aider la personne à faire comme la kinésiologue qui va faire un programme d'activité physique? Est-ce qu'elle va pouvoir faire un programme sans évaluer la condition de la personne? Mais non. Tu sais, elle peut pas faire de programme d'intervention sans savoir où sont les forces et les faiblesses de son client. Le physiothérapeute, la même chose. Le mécanicien, il ne va pas réparer quelque chose sur notre auto sans savoir où est le problème. Mais c'est pareil en éducation. On devrait toujours avoir ce portrait-là en début d'année pour avoir un point de repère. Et après ça, bien, on sait ce qu'on a à intervenir par rapport à la classe au complet aussi. Il y a peut-être des règles qu'on a pu à travailler, mais il y en a peut-être d'autres qu'on n'avait pas au programme, mais qu'il faudrait retravailler. Fait que ça évite qu'on traîne des lacunes longtemps. Puis, après ça, à la mi-année, on refait une piste un portrait, encore, voir où en sont nos élèves. Mais là, depuis l'année passée, entre ça, on a rajouté des dictées d'entraînement. Donc, des courtes dictées
qui vont... ça tourne. Des courtes dictées qui vont nous donner... nous permettre aux élèves de se pratiquer, de s'exercer à réfléchir. Donc, tu vois, mettons que je prends une dictée de secondaire 1, là, juste pour vous donner une idée. Ça, c'est la dictée de secondaire 1 qui a de début d'année. Mais pour chaque dictée, on a aussi la dictée allégée. Donc, si on a des élèves en difficulté, on peut leur donner le format allégé. Donc, la dictée elle est plus courte. Pour chacune des dictées aussi, ici, il y a toute l'analyse de ce qu'il y a dans la dictée. On sait exactement par rapport à la liste du MELS, c'est quel niveau scolaire, par rapport à la fréquence de la liste école, mots réguliers, irréguliers, les règles de position. Tout est là, tout est analysé pour déterminer ce qui est inclus dedans la dictée, puis ça nous aide à savoir où on s'en va avec ça. Moi, ça m'aide à cibler aussi le niveau scolaire de la dictée quand je fais cette analyse-là. Puis les dictées d'entraînement, bien là, on s'en vient ici. Là, on n'en a pas beaucoup parce que j'y vais au fur et à mesure. Je me disais, une dictée par semaine, ça va être parfait, mais j'ai oublié que c'était une en 3, une en 4, une en 5, une en 6, une en secondaire 1, 2. Ouais. C'est à peu près 10 heures pour faire une dictée. Ça te donne-tu une idée que je n'ai pas le temps d'en faire une par semaine? Mais j'avance progressivement. Mais tu sais, une dictée, là, mettons, 3e année, bien, sur la température, ça, c'en est une. Il y a 4 phrases. Fait que, ou on la fait une phrase à la fois, ou on la fait toute la dictée, les 4 phrases dans la même dictée parce qu'on n'a pas accès aux ordinateurs, par exemple, assez souvent dans la semaine. Fait que c'est le format selon le prof, ce qu'il veut faire. Puis là, bien, l'élève fait sa dictée, c'est autocorriger la même chose. Mais là, après, il va s'asseoir avec un ami de classe, puis ils vont négocier, comme dans la dictée zéro faute. Pourquoi c'est ça la réponse? Qu'est-ce que, toi, t'as mis quoi? Puis, OK, mais la règle, c'est ça. Oui, OK, mais je pensais que c'était ça. Oh, attends, c'est ça. Puis là, on peut demander au prof, on s'entraide comme ça, puis on essaie de comprendre pourquoi. Et ce qu'on nous dit, c'est que quand les élèves le font puis qu'ils font régulièrement les exercices comme ça pour s'exercer à réfléchir, la recherche le disait déjà, mais nos utilisateurs nous le disent, les résultats ils s'améliorent vraiment rapidement parce que les élèves apprennent à réfléchir parce qu'ils ne savent pas réfléchir actuellement, malheureusement. Il y en a de la rétro. Ben oui. Puis elle est détaillée, puis elle est rapide, là. C'est tout de suite, là. Tu n'attends pas une semaine avant d'avoir tes résultats, là. C'est tout de suite, là. Ouais. Puis c'est toujours en audio, il écoute la voix, puis il écrit... fait que là, j'ai quelqu'un qui va faire des voix françaises. Elle est en train d'enregistrer pour avoir l'accent français parce qu'il y en a qui c'est plus facile pour eux. Puis, tu sais, les SWAT, puis, tu sais, là, dans la façon que les Français, certains mots, ils vont prononcer différemment. Donc, elle est en train de faire les enregistrements pour ça. OK. Fait qu'Evadie s'en vient dans la francophonie mondiale, là. Ah oui. Ben oui, c'est sûr. C'est mon but. C'est vraiment l'objectif que j'ai d'aller vers la francophonie parce que partout dans le monde, c'est un enjeu, hein? Partout dans le monde. Veux-tu que j'arrête mon partage? OK. Ben, j'avais complété pas mal là, ce qu'il y avait, ça va. qu'il y avait à dire. Mais c'est... là, ce que tu viens de nous balancer là en dizaines de minutes, là, c'est le nerf de la guerre des profs au primaire, au secondaire, au collégial. Puis à l'université. J'ai aussi une dictée à l'université. Pour vrai? Ben oui. Puis moi, j'ai même offert au gouvernement. Je ne suis pas capable de parler à personne au gouvernement. J'ai réussi à parler à un prof qui est relié au comité du TECFE. Mais imagine les profs qui passeraient une dictée là-dedans, là, qui auraient exactement leurs forces et leurs défis pour le TECFE. Ça serait pas mal plus profitable que de faire le TECFE actuel avec des choix de réponse qu'ils peuvent tomber par hasard sur la bonne réponse. Mais là, il n'y a pas de choix, il n'y a pas de... Ouais, mais je ne suis pas capable de parler à personne. Aux personnes cibles, je ne sais pas à qui parler. Fait que s'il y a quelqu'un dans la gang là, qui entend ça, moi, j'aimerais ça l'offrir avec une dictée vraiment réservée pour ça, complètement sécurisée. Puis, je connais pas beaucoup de monde au gouvernement du Québec, là, au MEC, là, mais je peux envoyer ça à, mettons, Patrick Hood. Je vais voir ce que ça va donner. Lui, il travaille au gouvernement. Il est sûrement capable de me faire un lien. Là, fait que je vais demander à Patrick.
Ce qu'on m'a dit au gouvernement, c'est que c'était un groupe d'universitaires qui s'en occuperait, là, qu'eux autres, ils ont comme pas trop... Ça a été mandaté, ça a été donné en mandat à quelqu'un d'autre. Mais c'est ça, c'est pas évident, là. C'est ça. Mais ça serait vraiment bien qu'il y ait ça. Moi, j'ai une collègue qui l'utilise pour préparer ses élèves au TechFé, là, qui a mis ça dans ses... OK, bien d'abord, regarde, ressources. ce sera du down-top. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qu'on fasse? Ce sera Mais du déjà, down-top. si c'est dans les écoles, déjà, si... À un moment donné, ils n'auront pas le choix. Chaque là. année, ça passe dans les écoles. Hey, on C'est a ça. même une école au Yukon. 2 écoles au Yukon qui l'utilisent, puis une école en Ontario actuellement qui l'utilise. Oui, puis au Yukon, eux autres, ils trippent au bout, là. C'est... Avec raison, ça. avec raison. Ouais. Ouais. J'écoute ce que tu nous présentes, puis j'en reviens pas. J'en reviens tout simplement pas. Juste T'as avec l'air abasourdi. Oui, juste par le graphe. Parce que, tu sais, nous faire dire, là, on jase, là, nous faire dire qu'il y a 53% d'échecs en orthographe. Moi, là, ça me dit rien sur les moyens, ça. Ouais. Ça fait juste me dire, OK, il faut qu'on mette de l'effort. OK, on met de l'effort. OK, on va mettre de l'effort, Mais on va où? suivre. Ouais, c'est ça. Où? On le va met où, l'effort? On va où? Puis, tu sais, on n'est pas dans la C'est ça. tête du jeune Saint-Citron, là. Tu sais, on n'est pas... C'est ça. On ne sait pas, le jeune, qu'est-ce qu'il y a d'acquis. On a une idée, là, mais rien de tangible, rien de précis, rien... Tu sais, comme on dirait en anglais... Du concret. C'est ça. C'est ça le mot que je cherchais. Parce que moi, Ouais, je suis un c'est du prof concret d'anglais, pour là. eux, Ouais. là. Moi, tu vois, j'ai un élève que j'ai eu en 6e année. Chaque fois qu'il recevait sa dictée, parce que chaque semaine, le prof faisait une dictée d'un texte, le même principe que ça. Chaque fois, il y avait un gros 0, mais gros, là. À peu près un demi-pouce de gros dans... Moi, je t'en pousse encore, là, mais 1 centimètre de gros dans le coin de sa feuille. Chaque semaine, il y avait encore son gros 0 souligné en plus, là. Puis, il était vraiment découragé, là. Ça allait pas bien, là. Puis, Je le comprends, j'étais comme ça. mentalement, émotivement, là, elle l'avait mis à terre, là, vraiment. J'étais ce garçon-là. Oui. Puis, moi, ce que j'ai fait au départ, j'ai pas tout de suite évalué. Je le connaissais pas assez. Fait que j'ai pas évalué dans le sens de dire on embraye une évaluation de dyslexie, d'orthographie. C'était pas ça. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris chacune de ces erreurs et je les ai classifiées comme je fais comme ça avec Evadigraph. Là, j'ai dit, OK, bon, il était tant % dans les homophones, l'accord des verbes, bon, tout ça. J'avais tout fait ça. La fois suivante, il m'est revenu avec sa dictée avec un gros 0. J'ai refait la même chose. Là, je lui ai dit, regarde, parce qu'on avait fait un travail entre les deux, là. Mais la prof, elle, après 25 erreurs, c'était-tu 20 ou 25, elle, c'était 0, là. Tu sais, c'était pas, tu as eu tant d'erreurs, tant de moins que la dernière fois. Déjà, ça aurait été aidant. Mais là, non, aussitôt que tu arrivais à 25 erreurs, c'était fini, tu avais 0. Puis je lui ai montré que oui, mais regarde, dans l'accord des verbes, tu as moins fait d'erreurs. Tu en avais eu, je sais pas, moi, mettons, 45 % d'erreurs, puis là, tu es rendu à 30. Tu as amélioré, tu as des verbes que tu as réussi à accorder. Oui. Et tranquillement, comme ça, il a pris conscience que même s'il y avait toujours 0, il augmentait sa note. Puis à un moment donné, il n'y a plus eu 0, il y a eu un peu plus. Mais après quelques semaines, j'ai dit non, il y a un problème, cet enfant-là. Là, j'ai fait, après discussion avec ses parents, j'ai fait un dépistage de dyslexie, d'orthographie. Et effectivement, c'était il y avait un trouble, là. Puis à ce moment-là, on lui a mis un portable, puis il a fini son secondaire voilà. sans aucun problème, là. Et voilà. OK, donc la technologie au service du jeune. Oui, Puis exactement. au service de l'enseignant. Fait que là, on voit le triangle encore là, dans ton Evadi. On le voit, le triangle. Là. Oui, oui. Et, tu sais, l'élève lui-même, ça l'aide énormément parce qu'il voit concrètement ses erreurs et prend conscience de ses erreurs. Parce que le fait de regarder à gauche pour le vous, le nous, c'est la même chose. Hein? Ils nous diront, ben, ils vont mettre ONS parce qu'il y a un nous. Bien, le fait d'en prendre conscience, la fois d'après, ils vont faire « Oups, attends une minute, là, je vais me poser des questions. » Le mot écran, oui. Oui, exactement. Mais tu sais, c'est que les réflexes qu'ils ont, on les défait pour qu'après ça, ils s'améliorent. Puis, moi, ce qu'on nous a dit, c'est que ce qu'on nous a dit par les utilisateurs, c'est que les élèves étaient plus motivés à s'auto-corriger parce que pour eux, c'est quasiment comme
un jeu, là. Ben oui. Hey, là, je suis rendue à combien? Là? Ben Ah, là, oui. j'ai-tu amélioré? Tu sais, puis ils veulent Ben réussir. oui. C'est pas vrai que les enfants, ils disent, bah, c'est pas grave si je réussis pas. C'est pas vrai, Non, ça. c'est de la défense, ça. C'est de la défense. Ils se font une carapace. Oui. Ils se disent, non, moi, je suis pas bon parce que je fais pas l'effort. Il y a mieux se protéger comme ça. Mais c'est pas parce qu'ils veulent pas réussir, là. C'est pas vrai, là. Et donc, c'est ça. Avec donc cet outil-là, ça leur permet d'augmenter leur motivation. Et d'ailleurs, j'ai enclenché une étude. Il y a une université à l'UQAR à Rimouski qui va faire une étude sur la motivation à s'autocorriger sans rien d'outil normal. Normalement, là, avec la rétroaction habituelle écrite de l'enseignante et avec Evadigraph. Fait qu'on va voir, on va pouvoir comparer les deux. Ça va se faire à l'automne de 2025. Ils n'auront pas besoin de chercher longtemps. Non, mais je veux des chiffres. Ah, tu vas en avoir des chiffres. En éducation, si on n'a pas les données probantes, ça ne marche pas. Pourquoi tu penses que je suis retournée à l'université faire une validation? Hey, j'avais 55 ans, je suis retournée à l'école. Incroyable. C'est parce que je voulais des chiffres, parce que si je ne l'avais pas, ça risquait de ne pas fonctionner. Puis moi, c'était pas une petite étude à 100 élèves. Là. Je suis partie avec 975 élèves dans 10 écoles de 5 régions. Je suis partie de... moi, je suis à Drummondville. Je suis allée à Charlevoix, dans Charlevoix, Baie-Saint-Paul, jusqu'à Rigaud, de l'autre côté. Fait que je voulais pas que personne dise « Ah, ben là, c'est une petite étude dans telle place, puis ça vaut rien. » Non. Béton. Fait qu'on a fini avec 690 élèves parce qu'il y en a toujours qui ne ramènent pas le formulaire, des parents des profs qui ne me remettaient pas les notes ou des affaires. Bon. Fait qu'au final, on a eu 690 élèves, mais c'est du solide. Quand même pas mal. Ouais. Moi, ça me fait réagir beaucoup parce que ça répond à un problème que j'avais quand j'étais jeune. Je me disais que je n'étais pas bon, explique-moi comment. Puis on m'expliquait pas, Michel. On m'expliquait, on pensait m'expliquer plutôt. C'est pas vrai ce que... Non, les profs faisaient ce qu'ils pouvaient. On pensait m'expliquer, mais ça venait pas cibler mon problème. Avec ça, je pense qu'on vient de cibler le problème. On vient le cibler, puis le fait de faire les exercices après, de continuer à faire le travail de réflexion, de donner, en fait, l'occasion aux enfants de le faire, aux élèves. Parce que actuellement, moi, j'ai vu très, très fréquemment, l'élève fait une dictée ou une production écrite. On dit, OK, en devoir, tu vas aller te corriger. Tu vas faire la correction. Puis là, je n'ai vu, moi, des corrections. L'élève met n'importe quoi. Puis là, le prof, OK, tu as fait ton devoir, puis ça va dans l'armoire. Mais dans le fond, l'élève, il n'a pas fait de travail de réflexion, là. Il n'a pas du tout... c'est même pas validé, premièrement. Mais on n'a pas le temps de le faire. C'est ça, le problème. Les profs n'ont pas le temps de le refaire puis de refaire. Fait qu'avec un outil comme Evadigraph, bien, la rétroaction se fait automatiquement. Donc, le prof n'a pas à mettre de temps pour faire la correction puis l'analyse des erreurs. Ça se fait tout seul. Fait que le prof, il trouve son compte. Tantôt, je disais, l'élève va pouvoir s'améliorer parce qu'il y a du concret. Le prof a le portrait de chaque élève et de sa classe. La direction va avoir le portrait du niveau, donc peut aussi prendre des décisions puis dire, bien, OK, il y a un problème, on va faire quelque chose, c'est généralisé. Et l'orthopédagogue a accès à tous les résultats, va dire, ah, OK, tel élève, OK, moi, je pourrais les prendre en charge. Fait que tout le monde trouve son compte là-dedans. Puis même les élèves peuvent amener, pour les parents, pas les élèves nécessairement, mais les profs vont montrer aux parents les rapports comme ça pour montrer l'évolution de leur enfant. C'est tout fait, là. T'sais, ils peuvent montrer les diagrammes aussi aux parents. Fait que donc, même les parents peuvent avoir l'information. Les enfants peuvent apporter le rapport à la maison s'ils le souhaitaient, mais on ne laisse pas sortir les textes. OK. Ça, c'est important parce qu'on ne veut pas brûler les textes. Donc, il y aurait les diagrammes qui indiquent les types d'erreurs, mais il n'y aurait pas les textes. Parce qu'à un moment donné, c'est facile de tricher. Ouais, c'est parce que ça va se brûler. Puis une dictée de la semaine, c'est 10 heures, mais une dictée diagnostique, c'est plus 40. Oui. Les grosses dictées, là. Oui. Parce qu'il faut que toutes je les enregistre aussi, là. C'est pas juste C'est pas juste, il y a la conception, il y a l'analyse, il y a mettre sur la plateforme tout découpé, il y a tous les enregistrements. C'est long.
Puis là, on va sortir. J'ai une collègue qui travaille sur une version pour les orthopédagogues. Là. Ça a été demandé, ça fait longtemps. Parce qu'actuellement, ce n'est qu'une version pour l'école. Parce qu'on veut que ça reste... On veut pas qu'il y ait de conflit, que si quelqu'un le fait avec un orthopédagogue en privé, puis l'élève en classe arrive pour faire... le prof présente une dictée, puis l'élève dit, moi, je l'ai faite avec mon orthopédagogue. Ça ne fonctionne pas. Donc, on a une version réservée aux écoles, mais là, on travaille sur une version pour la pratique privée. Mon Dieu. T'étais où, Michel, dans ma vie avant? C'est incroyable. Je souhaite que les personnes qui écoutent ce podcast-là, qui se disent enfin, il y a quoi qui existe pour nous aider, mais il y a plein pléthore d'affaires, mais je veux dire, cette partie-là d'aide à l'orthographe, oh mon Dieu, mais c'est majeur! Oui. Toutes les écoles devraient avoir ça. Moi, mon rêve, là, c'est que, ou bien qu'Alloprof l'intègre dans sa nouvelle plateforme Allo Français, ça, c'est c'est un de mes objectifs, okay. Mais aussi que le gouvernement dise, ça prend ça dans toutes les classes. On va nous le financer. Parce que le problème, c'est que les écoles, souvent, vont dire, non, on n'a pas les moyens, puis ça coûte pas cher, là. Moi, c'est 4 et 10 en moyenne par élève par année. Ton député, c'est qui? Que je charge. Ton député, c'est qui dans ton... Ah oui, je l'ai rencontré déjà, André Lamontagne. C'est André, hein? À Drummondville, oui, mais au début, là, mais l'outil n'était pas encore assez avancé. Là. Je me disais que là, ça serait le temps que je retourne. Je vais voir comment ça va déboucher là, cette année, là, mais sinon, je retourne le voir, c'est sûr. OK. Oui, il est super sympathique en plus. Là. On est rendu déjà dans la dernière portion du balado. Ça fait déjà 1 heure. Ça fait déjà 1 heure. Parle. Je te l'avais dit, hein, Michel? Hein? Oui. Fait que je vais te poser mes questions en rafale. Tu me réponds. Ouais. Puis, il n'y a pas de mauvaises réponses. Il n'y a que des bonnes réponses. Et moi, dans le fond, j'ai une planche de surf. Si ça te donne envie de pousser, je vais suivre ta vague, c'est tout. Là. On se rendra 1h30. On fera un autre balado. On se fera un autre balado. Bon, pour Michel, l'éducation, c'est quoi? C'est une opportunité de développer des compétences, d'augmenter notre bagage de culture. En tant que tout le monde, là, par l'éducation, oui, c'est ça. C'est vraiment ça pour moi. C'est Tania qui va dire. Ton plus grand succès, Michel, qu'est-ce que c'est? Là, je pense que c'est Evadi. Je me rends compte que j'ai des bonnes forces pour avoir imaginé tout ça, ouais. Je sais pas si tu dors beaucoup. Pas tant. OK. Mais quand même, correct. En fait, est-ce que je fais autre chose que ça dans ma vie? Tu sais, quand tu fais 70-80 heures, j'ai-tu le temps de faire d'autres choses? Ouais. C'est plus ça. Non, je dors quand même bien. Bon. Je dors. OK. Ton plus grand apprentissage, c'est quoi, Michel? Mon plus grand apprentissage? Oh! Ça serait peut-être plus au niveau de dire qu'on a des forces, qu'on a des forces insoupçonnées, et même chez les enfants. Moi, j'ai une chanson que j'adore, c'est de Michel Rivard, Libérer le trésor. Qui dit que chacun a, tu sais, même si l'enfant est poqué, il y a quelque chose qu'il faut faire ressortir de cet enfant-là. Il y a des trésors. Je pense dans la vie, moi, c'est ça ma vision. J'aime aller chercher le positif dans ce qui se produit, dans ce qui m'arrive, dans les gens que je vois. J'aime, c'est ça. Moi, je pense qu'on a tous des trésors cachés, puis surtout nos enfants, il faut aller... J'ai oublié. C'est ce que la vie m'apprend. J'avais oublié qu'on peut aller beaucoup plus loin qu'on pense, bien des fois. J'avais oublié. Parce que j'ai un élève, entre autres, un élève autiste qui... on avait dit à ses parents qu'il n'apprendrait pas plus que la 5e année du primaire, puis on a fait de l'algèbre ensemble. Et il a très bien compris. On a sorti des blocs logiques, puis des boîtes, puis on a mis les boîtes, c'était les parenthèses, puis on a mis des blocs là-dedans, puis des réglettes, puis il a tout compris pareil. Puis après, d'en faire des équations, il a tout fait ça facilement. Fait que je pense qu'on va juste pas au bout de ce que l'élève peut donner. On s'arrête en disant « il n'est pas capable, pauvre petit ». J'essayais de dire ça. J'avais oublié cette chanson-là, « Libérer le trésor ». Oui, c'est magnifique comme chanson.
Allez écouter ça, ceux qui ne la connaissent pas. Là, c'est magnifique comme chanson de Michel Rivard. Peut-être un jour, j'aurai l'occasion de jaser avec. Ah oui? Ouais, pourquoi pas? Un de tes rêves? Non, ça fait réaliser que c'est vrai. Michel Rivard, là, il a fait de l'impro. Oui. Michel Rivard est plus proche de la jeunesse que je pensais. OK. Fait que peut-être... Tu sais, quand on l'a vu dans Star Academy, puis c'est ça, dans Star Academy qui était lui, ouais. Il me semble que oui, oui. Qui faisait de l'écriture de chansons avec les jeunes, là. Ouais. Assez de jaser avec. La voix, ou en tout cas, dans ces émissions-là. Oui, quelque chose de même. Un show réalité. Y a-t-il une personne dans ta vie qui a un impact positif et pourrais-tu nous dire pourquoi? J'ai eu bien du monde dans ma vie qui ont eu des impacts positifs. Tu peux me faire l'exemple d'une personne. Si t'en as vite de même, là. Ça, faudrait que tu me donnes les questions avant, dans ce temps. Non, c'est pas grave, on coupera au montage. Ouais, c'est ça. Hey, non, j'ai pas. Ça me vient pas de même. Ah, tu couperas, oui. Ben oui, je vais couper. Puis Ton garçon? Ton garçon? Ben, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Ben, toute ma famille, tu sais, mes enfants, mes petits-enfants, c'est sûr que ils ont tous un impact. Mais de dire une personne en particulier, pourquoi? Ben, ce que je pourrais peut-être dire, c'est que c'est toutes les personnes qui m'ont permis de grandir. Est-ce qu'il y en a une en particulier? J'ai bien de la misère. J'ai eu une vie quand même assez ordinaire, pas des grosses épreuves, pas des grosses affaires, puis dire, oh, telle personne, elle m'a comme sauvé la vie ou quoi. Fait que c'est pour ça que je trouve ça difficile. Mais tu sais, je peux dire, mon père, entre autres, il m'a beaucoup influencé par son côté perfectionniste qui me nuit des fois, mais en même temps qui nous pousse. Tu sais, il nous a beaucoup poussé à aller au-delà de ce qu'on pouvait faire. Il a travaillé beaucoup des jeux de mots pour nous amener à développer nos neurones. Puis, tu sais, là, en tout cas, ça peut être une des personnes significatives, mais ma mère, tout le monde, là, tu sais, j'ai eu tellement des belles personnes dans ma vie. J'ai de la misère à dire laquelle. C'est pour bon, ça, là. C'est correct. Ouais. Es-tu une lectrice? Quand même, je manque de temps pour le faire, mais j'aime beaucoup lire et de tout. Je viens de lire un livre que une de mes amies d'université a écrit avec sa fille autiste parce que sa fille, à un moment donné, avec la rigidité des fois là, de l'autisme, là, quand il est venu le temps de corriger, elle a fait puis sa mère, elle l'a aidé là-dedans, puis là, son co-autrice. Puis c'est un livre jeunesse, puis j'ai dévoré ça. C'est quoi le titre du livre? J'ai lu des livres avec mes enfants. Les Zodiacs qui massent. Je ne me rappelle jamais le nom du titre. Le titre au complet, c'est Laurence Blanchard puis Janine Bissonnette. C'est-tu à la recherche des Zodiacs qui massent? C'est relié au signe du zodiaque. C'est une quête, un peu comme Amos d'Aragon et tout ça. Là, c'est vraiment intéressant parce qu'il faut qu'il rassemble les 12 signes du zodiaque, des jeunes qui ont le signe des dieux, puis ils ont une mission à remplir, mais il y a des êtres maléfiques qui essaient de les empêcher de se regrouper. Fait que, mais c'est bien, c'est pas violent, c'est vraiment, vraiment intéressant. Je l'ai dévoré, là. Mais je lis de tout. Je lis des livres plus spirituels, je lis des livres psychologiques. Je m'intéresse à beaucoup, beaucoup de choses. Ouais. Ta matière préférée quand tu étais à l'école toute jeune? Ah oui. Les maths. C'est drôle, ça me dévoré des maths. Et j'ai un fils mathématicien maintenant aussi. Puis on parle mathématiques souvent. Pour ça, le Evadimat c'était déjà prévu que je le fasse. Les items sont conçus. Il reste à le programmer. Je suis pas surpris. Au début, quand on s'est parlé, tu as répondu à ça, mais peut-être que tu vas apporter une certaine nuance. Quand tu étais à l'école, dans tout ton passage scolaire, est-ce qu'on t'a considéré comme un élève cancre, c'est-à-dire un élève paresseux ou un mauvais élève, ou encore un aigle, ça veut dire une personne brillante et intelligente? Moi, j'étais Aujourd'hui, il y en a qui vont dire les nerds, là. J'étais plus, je pense, ce style-là. J'étais brillante.
en fait, brillante. J'avais de la facilité à apprendre. Mais je dois avouer que ma sœur était une année avant moi. Et comme j'avais de la facilité à apprendre, elle me montrait ce qu'elle apprenait à l'école, puis je gobais tout ça, j'apprenais tout ça. Mais on a voulu me faire monter de classe, mais ma sœur étant là, mes parents n'ont pas voulu et je les remercie aujourd'hui de ne pas l'avoir fait parce que je pense que je n'aurais pas eu la maturité plus vieille de terminer plus jeune. OK. Parce que j'ai un trouble d'attention aussi. Puis ça, là, au niveau maturité, on baisse de niveau de maturité par rapport... en tout cas, je me suis rendu compte que moi, à l'université, quand j'ai commencé à enseigner, là, j'avais pas la maturité, pas du tout. Puis c'est ça. Mais il n'aurait pas fallu que je termine encore un an, que je termine un an plus jeune. Fait que je suis contente que ce soit ça. Mais oui, j'avais de la facilité à l'école. Et c'est pour ça que j'aidais les autres amis à l'école. Et j'aimais ça, moi. Et au point là, que quand j'avais du temps de libre, j'écrivais de la main gauche. Je me pratiquais à écrire de la main gauche parce que d'un coup que je me blessais de la main droite puis que je pouvais plus écrire à l'école, fait que je faisais ça. Je me pratiquais à écrire de la main gauche. Fait qu'aujourd'hui, je peux écrire de la main gauche. À ce point-là? Oh mon Dieu! Oui, à ce point-là. Puis je jouais à l'école à la maison. Puis j'adorais l'école. Ouais. Michel, merci beaucoup pour ton temps. C'était 1 heure, presque 10 minutes extraordinaire. Merci. Ça a été vraiment un plaisir.